Rentre dans la bande à Krivine. J'avais un copain qui était un activiste. Lui était très érudit, qui me forme au marxisme révolutionnaire, à Che Guevara. Mon engagement à l'extrême gauche a duré 10 ans, c'était donc très long. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous connaissez évidemment le journaliste Richard Nissim Darmon qui officie sur notre antenne. Eh bien, aujourd'hui, il est de l'autre côté du miroir puisqu'il vient nous parler de son livre « D'un exil à l'autre », un récit d'une identité en devenir, un récit autobiographique. Et donc, c'est encore un plaisir de découvrir une autre facette du personnage. Richard Darmon, bonjour, bienvenue. Bonjour, Inch'Allah. Voilà, on est ravis de vous accueillir parce que vraiment, c'est un très joli livre qui va parler à beaucoup de gens qui ont eu 20 ans ou 18 ans dans les années 60, beaucoup de gens qui ont quitté l'Algérie aussi, qui sont nés en Algérie comme vous, et puis qui ont connu l'exil, le froid de la France, une autre vie complètement. Et vous l'avez très bien écrit, très bien raconté. Pourquoi vous avez décidé de vous raconter, tout simplement ? On n'a pas tellement l'habitude de ça, de votre part. C'est vrai, je crois que c'est un récit... sans employer des mots savants, un petit peu autobiographique, mais intergénérationnel, parce que je raconte, en fait, au travers de mon histoire, je raconte l'histoire d'une génération et des événements qu'elle a traversés, parce que, cette génération qui est née à la fin des années 40, début des années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire, d'un côté, elle vivait dans le baby-boom et le début de l'aisance et de la croissance, mais d'un autre côté, elle vivait aussi dans les guerres, puisque, comme je le dis, moi, je suis né en 51, alors que la guerre d'Indochine faisait rage, et puis tout de suite après, l'année même de la fin de la défaite française à Dien Bien Phu en Indochine, c'est la guerre d'Algérie qui commence à nos portes, puisque moi j'étais né à Alger, et enfant, je suis resté en Algérie la dernière fois jusqu'à l'âge de 8 ans. Et c'est donc, impressionnant, comme vous avez beaucoup de souvenirs, de cette époque-là, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Ouais. Et vous aussi, vous avez une certaine nostalgie. À vrai dire, nostalgie, non. Peut-être par certains côtés, parce qu'il y avait beaucoup d'aspects ludiques à la vie en Algérie, même quand on était enfant, avec la mer, voilà. Le fait que la ville, comme disait Camus, est un amphithéâtre qui fait face à la mer. Il y avait une certaine esthétique de cette ville blanche. Mais il y avait aussi, et ce qui m'a poussé c'est un petit peu le fil conducteur, c'était un traumatisme, cette guerre d'Algérie. Je fais une rubrique que peut-être personne n'a jamais écrite, c'est que je ressens justement le choc subi par dans le lieu du plaisir et du plaisir ludique, lacustre des plages. Je recense dans un moment le nombre d'attentats commis par le FNL contre les baigneurs sur les plages, mitraillage des plages. Oui, vous passez, bien sûr, c'est un récit autobiographique, mais en sous-texte, on voit tout ce que les Juifs et les colons, entre guillemets, ont vécu, parce que ça a été vraiment... c'était une guerre, on appelle ça les événements d'Algérie, mais c'était vraiment une guerre. Vous avez raison de mettre des guillemets à colons, parce que d'abord, quand on l'emploie pour Israël, c'est inadapté, puisqu'on n'est jamais colon dans sa propre patrie, mais en Algérie, je parle de l'Algérie. C'était le cas, mais sans doute pas pour les Juifs, qui étaient pour la plupart arrivés bien avant, évidemment, les Français, et même avant les Turcs, et qui étaient, selon les familles... non, moi je parle des Français, des Français voilà. Non juifs. Voilà, on va dire. C'est ça. Et donc oui, ça a été un moment très très dur et qui est très traumatisant, surtout pour un enfant. Je raconte, on entendait des fois les explosions des bombes lors de la bataille d'Alger qui commence la guerre commence elle-même en 54, la bataille d'Alger commence en 56 et les bombes explosent et la nuit on entendait ça et le jour aussi. On entendait aussi la nuit de la rue assez européenne où j'habitais, on entendait puisque justement c'est un amphithéâtre Alger, donc la sono marchait bien d'un point à l'autre de la ville. On entendait les you-you des femmes arabes qui ululaient la nuit contre les Français. Et je dois vous dire qu'il y a de quoi ne pas très bien dormir. Ouais, c'est très bien raconté. Et pour nous, enfin moi je parle pour moi, puisque qui n'ont pas du tout vécu cette époque-là, si ce n'est à travers le regard de nos parents et qui n'en parlaient pas vraiment non plus, parce que aussi portaient dans leur valise un certain traumatisme. C'est très intéressant de rentrer dans votre regard dans ce livre-là. On apprend beaucoup de choses. Alors, on a beaucoup de tendresse aussi pour les personnages de vos grands-parents, qui, eux, ont été complètement transbahutés lorsqu'ils sont arrivés en France. Ça a été vraiment... ils ont perdu tout leur repère.
un arrachement. Nous avons une histoire particulière. Mes parents, mon père travaillait avec son propre père et son frère dans une petite entreprise de transport familial, import-export, denrées coloniales, comme on disait. Donc, vous avez eu raison de parler de colons, parce que ça s'appelait comme ça. Et puis, c'était pas honteux à l'époque. Et puis, et mon père, en fait, était un ancien officier de l'armée française. On faisait comme les Milouïm en Israël, les Havdil, parce que justement, j'explique en quoi c'est pas du tout la même situation, contrairement à ce qu'une certaine presse dit. Mais le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, au contraire. Mais en fait, il y avait la territoriale, ça s'appelait. C'était des Milouïm, c'est-à-dire que les anciens officiers faisaient des tours de garde pour aider l'armée quand la bataille d'Alger a éclaté. Et mon père, au retour d'une journée de travail, en tant qu'ancien officier, il était obligé de porter une arme. Et il y a eu une explosion terrible qui était celle du Milk Bar, une terrasse de café qui a fait une hécatombe, 80 morts, des centaines de blessés en pleine ville fin d'après-midi, les enfants prenaient des glaces, etc. Et mon père se trouve confronté à une scène, je dirais, terrible. Du fait des horreurs de cet attentat, beaucoup de gens de la foule ont poursuivi des Arabes, voulaient les lyncher dans les rues. C'est une réaction, je dirais, qu'on peut comprendre aussi, même si elle est injustifiée au plan moral. Et mon père se trouve devant une rue très calme où il y a un attroupement qui a coincé un vieil Arabe qui était en gandoura, qui était vraiment un vieillard, et qui commence à le lyncher. Et mon père, qui était pris comme ça, il a dû... c'est pas qu'il s'est pris pour Ivan Noé, le sauveur ou Robin des Bois, mais il a réagi en tant que, disons, homme, et il a dû dégainer son pistolet pour protéger ce vieil Arabe qui, visiblement, avait rien à voir avec des événements qui s'étaient passés à 2 kilomètres de là. Et donc, ça a été le point de fracture. Après ces événements, et compte tenu de la tension qui montait à Alger, mes parents ont décidé de partir. On était en 57, la bataille d'Alger faisait rage. C'était assez tôt par rapport à tous ceux qui sont partis en 62, 5 ans avant l'exode. Ouais. Et en fait, je parlais de mes grands-parents. Nous, on est arrivés en France en 57. On est retourné 2 étés, c'est pour ça que jusqu'à l'âge de 8 ans, 7-8 ans, j'ai continué à aller à l'école à l'été, même en été à Alger, parce qu'ils avaient des affaires à régler. Mais mes grands-parents, eux, ont fait comme tout le monde, sont rentrés en 62. Et c'était alors là, dans une situation de traumatisme total. D'ailleurs, on les a hébergés chez nous un moment. Comme d'ailleurs des amis de mes parents. Vous racontez vraiment l'histoire de beaucoup de Juifs, de la majorité des Juifs d'Algérie, enfin en tout cas ceux qui sont partis tôt. Ça, vous étiez... c'est vrai, je raconte c'est pas tout le monde, mais disons que le retour des grands-parents 62... Ça fait avec des pertes et fracas. Ouais. Et d'ailleurs, le slogan qui fut celui de l'UFNL et retourné à son avantage ou désavantage par l'OAS, c'était de dire la valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil, vous partez ou vous crevez. Et mon beau-père, que j'ai connu que bien plus tard, lui, il avait une petite entreprise de chaussures à Bab el-Oued, bouclée par l'armée française dans les dernières semaines. Et un soir, son contremaître, qu'il connaissait depuis 20 ans, qui fabriquait des sandales, c'est un sandalier, quoi. Il rentre et il lui dit « Jean, le chef a dit qu'il faut que tu partes », avec un pistolet, en sortant un pistolet devant lui. Alors mon beau-père, il était en train de faire des comptes tranquillement le soir. Il lui dit Ahmed, qu'est-ce qui te prend ? Je t'ai vu gosse, t'as travaillé chez moi. Non, le chef, et encore, je viens pour te prévenir. Le chef a dit qu'il faut que tu partes. Alors je crois que lui aussi, la disquette, comme on dit, la Simone est tombée dans le cerveau de mon beau-père, il a bien compris. Il a dit OK, il s'est levé, il a fermé le magasin où il venait d'acheter des nouvelles machines, parce qu'à l'époque, De Gaulle avait lancé un plan d'industrialisation des PME de l'Algérie, tout ça, donc il avait fait croire qu'on continuerait. Et il avait des nouvelles machines sous cellophane dans ce petit atelier. Il se lève, il ferme le store, il monte, il habitait au-dessus, et il va chez lui et chez les tantes qui habitaient l'immeuble, il dit on s'en va au port ce soir, on fait les valises et on s'en va au port. Ouais. Donc quand on dit la valise ou le cercueil, je peux vous dire que c'était... Il y a beaucoup de gens qui ont eu ça, qui ont été prévenus par leurs ouvriers arabes. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été prévenus et qui sont restés là-bas. On parle aussi avec beaucoup d'émotion de tous les gens qui ont été enlevés. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Massacre d'Oran aussi. Bon, j'étais pas à Oran, mais Massacre d'Oran, c'était encore pire. Il y a beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a une partie aussi très intéressante
sur votre jeunesse, lorsque vous êtes étudiant en droit à Saint-Maur, voilà, et que vous découvrez la politique. Oui, je découvre la politique par le mauvais côté des choses, c'est-à-dire, si vous voulez, on découvre que dans la fac de droit, où c'est vissé pas autant qu'à la faculté d'Assas, mais c'est vissé l'extrême droite, on découvre que les vieux démons de la France fasciste, la France pétainiste et la France antisémite existent. Et moi, j'avais lu des choses, etc. Et tout d'un coup, je me retrouve devant des fachos habillés avec des bottes qui circulent en traction noire, avec des treillis militaires, et qui vous disent que tout ce qui se passe dans la faculté, on était en 69, j'ai eu mon bac en 69, j'étais en fac de droit, c'était juste chaud encore. Je rentre en faculté en 69, et ils expliquent sur leurs panneaux et aussi oralement que tout ce qui se passe dans la France, tout ce qui va mal, toute la chienlit en France, c'est à cause de la juiverie internationale apatride. Alors moi, je croyais que c'était des mots qui dataient de peut-être 20 ans avant. Et ben non, c'était... Et il faut dire aussi que je découvre la politique parce que une année avant, c'était mai 68. Et mai 68, ça m'a pris, si vous voulez, à la gorge, j'allais dire plus encore que l'année d'avant 67. Parce que finalement, quand on arrive... Moi, j'arrive d'Algérie en 57, j'ai 7 ans. Comme je l'ai écrit dans un autre ouvrage plus poétique, etc., on n'était ni pieds noirs, puisqu'on avait perdu le référent. On était en tout cas mal vu par les Français en tant que pieds noirs dans la France de l'époque, puisque les explications officielles, c'était que les pieds noirs, c'était eux qui étaient responsables de tout ce sang qui avait été versé, etc. Donc, on n'était ni pieds noirs, ni juifs vraiment, parce que bon, oui, on faisait partie de famille juive, mais moi j'étais une famille très assimilée qui avait perdu toute tradition depuis 2 générations. J'avais pas de référent, cacheroute, Shabbat, rien, et même pas la synagogue. Oui, rien du tout. Et je me souviens d'un vague seder où oui, il y avait des invités, on avait caché des galettes sous la table, c'était la ficomane, je savais même pas ce que c'était, mais je me souviens de choses très 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 atténuées. Et on était donc ni pieds noirs, ni juifs pratiquants, ni juifs vraiment, ni juifs, disons rattachés à quelque chose, une identité, même pas les ZEI, même pas rien du tout, et on n'allait même pas à Kippour. Non, vous étiez complètement assimilés. Et on n'était pas non plus vraiment français. Enfin, on était français par la langue et par la culture, puisqu'il n'y a pas plus français tricolore que les Juifs d'Algérie. C'est toujours aux colonies qu'on est plus royaliste que le roi. Mais vous ne connaissiez mais on ne connaissait pas la France profonde, et on était des étrangers en France. Donc dans cette étrangeté qui dure longtemps, de 57 à 67, et c'est les années de la fin de l'enfance et de l'adolescence, tout d'un coup, il y a 67. Ça a été un moment spécial, oui, 67, la victoire israélienne. Je suis allé à la synagogue, j'ai fait des choses. Tout d'un coup, je me suis senti une appartenance. Mais c'était c'était quand même, à l'époque, compte tenu de ce que nous étions, pour moi en tout cas, c'était comment on dit ça, un petit feu de flamme rapide. Et c'est par contre 68, les événements 68 et la remise en cause de toute la société. De toute la société, et puis surtout le fait au lycée où j'étais pas si mauvais élève, j'étais comme beaucoup de petits juifs paumés, on était très zélés, on était des comme on dit aujourd'hui, des Talmid Tov Yerushalayim, on était même un peu Mitranefim, on essayait de bien se faire considérer. Et tout d'un coup, tout ça s'arrête, ça me fait penser au tableau de Salvador Dali, les montres là qui fondent, comme tout le monde le connaît, le temps suspendu. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a une autre logique des choses. Et alors, bon, moi, en fait, 68, j'ai pas participé aux grands événements parisiens. Dans ma banlieue, ça a suffi pour me faire un déclic fou. Ouais. Et quand je rentre donc en fac une année après, là arrive la grande politisation de l'après 68. Vous êtes super politisé, évidemment, à gauche. Et l'extrême gauche, on peut même dire. Je rentre dans la bande à Krivine. Exact. C'est pas n'importe quoi. Mais j'avais un copain qui était un activiste, et puis un copain de lycée, un non-juif d'ailleurs, avec lequel je suis toujours en relation, qui a lu mon livre d'ailleurs, et qui lui était très érudit, qui me forme au marxisme révolutionnaire, à Che Guevara, à la 4e internationale, etc. Et puis je rentre en politique par dégoût des fascistes. C'est finalement ça m'a poussé, je dis, mais c'est pas possible, ça existe encore. Et ce qui est très, très touchant de votre livre, assez même saisissant, c'est la prise de conscience que finalement, ok, la politique, toutes ces idéaux, c'est magnifique, mais que vous avez quelque chose en plus. Alors, il y a vous décrivez un voyage, vous partez avec vos copains d'extrême gauche, bien après, bien sûr, parce qu'on ne veut pas raconter tout le livre, mais c'est vrai que c'est moi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Vous partez faire un voyage à Damas. Oui, en Syrie, voilà. Alors bon... Alors là...
Oui, je vais vous dire. D'abord, oui, ça a duré, mon engagement à l'extrême gauche, ça a duré 10 ans, c'était donc très long. Et puis, Très long. de l'âge de 18 à 28 ans, c'est pas n'importe quoi. Dans la France, d'abord... Pompidou, enfin à la fin de De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand aussi à la fin. Et je pars, moi j'ai naturellement après mes études de droit qui étaient très laborieuses parce que je me suis désintéressé du droit, et je dis toujours j'ai fait de la science politique appliquée. Pourquoi ? Parce que on faisait 12 réunions par jour, on faisait des manifs, vous etc. étiez vraiment J'étais un militant professionnel politique, et j'étais dans une cellule, comme on disait, comme chez les communistes, une cellule trotskiste avec des amis et on faisait des tas de choses, on faisait des coups contre les fascistes, des tas de choses. Et quand il y a eu le coup d'État au Chili, on a transporté des cocktails Molotov dans la fac pour défendre le meeting qui pouvait être attaqué par les fachos. Enfin, des choses un peu olé olé, comme on disait. Et puis, à un certain moment... On a du mal à vous imaginer. Comment ? On a du mal à vous imaginer. Oui, on a du mal, mais c'est quand même le cas. Et j'étais très zélé dans tout cela. Et il y avait un ou deux juifs parmi nous, mais enfin, moi, j'étais un peu dans cette banlieue, un peu paumé. J'étais un rescapé de toute cette histoire. Et voilà que on décide. On a fait un premier voyage à Cuba. Ça, c'est évidemment une destination révolutionnaire. Mais sortant avec une maîtrise de droit, je deviens enseignant dans les lycées. J'enseigne l'économie politique, enfin les terminales B, etc. C'était une expérience assez hallucinante. J'avais 3-4 ans de décalage avec les terminales. Et puis alors on décide d'aller, puisque ça y est, j'ai un salaire, je commence à travailler. Je décide d'aller visiter le Moyen-Orient grâce à une officine de voyage qui s'appelait LVJ, Loisirs et Vacances de la Jeunesse, qui était en fait liée au Parti communiste. Ça faisait partie des trusts du Parti communiste. Et ça s'appelait Découverte du Proche-Orient. Et découverte du Proche-Orient, il y avait soit la découverte archéologique, mais moi, découverte politique, bien sûr, du Proche-Orient, parce que c'était un des sujets qui m'a torturé. D'ailleurs, je signale que un des premiers meetings, avant de m'engager dans ce parti politique d'extrême gauche, le premier meeting où un copain à moi m'emmène, ce fameux copain, à la salle de la Mutualité en septembre 70, c'est à l'époque de Septembre Noir, quand pas Saddam Hussein, mais Hussein de Jordanie liquide 20 000 Palestiniens qui sont soulevés contre lui dans les camps palestiniens de Jordanie, puisque on sait qu'aujourd'hui 80% de la population de la Jordanie c'est des Palestiniens. Mais à l'époque il leur a tiré en l'espace d'une semaine, il a fait 20 000 morts, et évidemment l'extrême gauche française, européenne s'insurge. J'ai fait un meeting à la Mutualité, toutes tendances confondues, et où moi j'y vais parce que c'était le lieu, c'était le dernier rendez-vous en ville où il fallait aller. Et ben j'y vais, et à part les drapeaux palestiniens dont je découvre les couleurs, et puis le drapeau rouge, etc., et noir des anarchistes, qu'est-ce que je vois une salle entière qui se lève en disant Palestine vaincra. Alors là, j'ai commencé à me sentir pas bien. C'est-à-dire j'avais beau vouloir être socialiste, etc., et que mon copain me cassait la tête sans cesse en me disant mais la solution pour ce conflit, comme pour beaucoup d'autres, c'est les États-Unis socialistes du Moyen-Orient ou Israël fera une partie. Je lui dis oui, mais quel prix devront payer les Juifs pour faire partie de cet ensemble ? Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura cette soi-disant révolution-là ? Là, j'avais jamais de réponse, et donc ce problème, je l'ai porté longtemps. Alors, vous l'avez porté, et on peut dire que vous l'avez vécu d'une façon très particulière pendant ce voyage-là. Pendant ce voyage. Parce que vous racontez une scène, c'est incroyable. On tremble avec vous quand vous l'écrivez. Non, mais franchement, vous êtes du côté syrien, et on se croirait dans on va dire dans l'histoire d'Eli Cohen, qui lui aussi a regardé comme vous le faites et vous le racontez dans le livre, du côté syrien avec des jumelles. Vous voyez Israël, oui, c'est la grande différence entre Eli Cohen et moi. Non, mais vous n'étiez pas espion, non, mais d'accord. C'est que j'étais pas, moi, un citoyen au service d'Israël. J'étais un petit militant français, bien sûr, mais quand perdu dans ses crises identitaires. Des crises identitaires, j'en décris plusieurs autres. Les manifestations violentes. Il y en a beaucoup, mais ce moment-là, c'est c'est l'apnée de cette. Alors oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement, ce voyage, évidemment, c'est pas voyage qu'en Syrie, c'était découverte du Moyen-Orient. Dans l'avion, la guide nous dit, écoutez, il y a très peu de gens qui sont inscrits à l'archéologie, au voyage politique. Donc, vous êtes que 4, donc tout le monde fait de l'archéologie et pas de la politique. Ben non, moi, avec un couple du CNRS qui était très gauchiste, 2 filles du Parti communiste et moi, on était 5, on dit, ah non, nous, on est venus pour visiter
visiter politiquement la Syrie, la Jordanie, et peut-être le Liban. Donc on s'en va tout seul, ils nous rendent nos billets d'avion et on visite la Syrie. Et comme ces filles-là, elles étaient communistes, elles avaient des accointances avec le régime, plus ou moins, et que c'était un peu bizarre, elles ont eu des laissez-passer pour qu'on aille visiter. On était en 75, 2 ans, 75, 2 ans après la fin de la guerre de Kippour. Oui, Et donc, pour aller visiter le Golan syrien du côté syrien. Et donc, on est dans des voitures noires. Il y avait un guide qui parlait français. C'était sans doute un mec des renseignements syriens, mais moi, à l'époque, je décryptais pas ça. On nous escorte parce qu'on est des Français, donc on est une opinion acquise, plus ou moins, ou en tout cas à convaincre. Et on arrive à Quneitra, que tout le monde connaît, qui est en fait en contrebas de Keshet, par exemple, sur la frontière du Golan. Et notre guide, qui parlait très bien français, nous fait monter une petite butte. Et tout d'un coup, on découvre en surplomb un poste militaire israélien qui est à 500 mètres. Et on me passe les jumelles et je vois le drapeau israélien. Et je vois Israël à la Giscard. Hein. J'ai expliqué que ça pouvait les Havdil. Vous ne connaissiez pas Israël. Comment ? Non, je connaissais. J'ai jamais été en Israël. Ouais, et donc, je vois Israël. Je vois le dégingandé de ce soldat qui avait l'air très décontracté, surarmé, mais comme ça. Et qu'est-ce que nous dit notre guide ? Et là, ça a commencé à me stresser. Mais alors là, les problèmes d'identité que j'ai vécu dans les manifs à cause de la violence, ne serait-ce que parce que j'avais le RECA, le fond et le traumatisme de la violence de l'Algérie, ça a été difficile pour moi d'assumer la violence de rue. Mais le fait est que j'étais là, il fallait être là. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors on me dit, le guide, qui visiblement connaissait bien son public et son coup, nous dit, vous voyez là, vous avez remarqué que dès qu'on regarde Israël, c'est tout vert, tout cultivé. Mais ne croyez pas que les Israéliens font de la culture pour manger leur culture, ils cultivent devant nous pour nous narguer. Ils font de l'agriculture propagandiste. Alors là, moi, j'ai dit, mais il débloque, enfin bon. Et après, alors j'étais là, et moi qui ne fume pas, je tremblais d'inquiétude et j'étais là et là-bas, je savais plus où j'étais. Et voilà, non, et puis même, j'étais né en Algérie, mais mais j'étais pas bien dans ma peau. Alors je demande des cigarettes, moi qui fumais pas, des copines, histoire de trouver quelque chose, un palliatif. Et puis le gars, deuxième scène, alors là, apogée, il nous emmène dans un petit troquet. Après nous avoir fait d'ailleurs voir l'église bombardée par les Israéliens quand ils sont partis, et le théâtre, c'est-à-dire comme si eux, en Syrie, on fait beaucoup de théâtre et on protège les chrétiens, pour montrer que les lieux de la culture occidentale avaient été saccagés par les Juifs. Et puis il nous emmène dans un petit café affreux pour finir la visite. Et qu'est-ce qu'il se met à réciter le poème de Jacques Prévert, Brest, c'est-à-dire qui en fait c'est Barbara qui s'adresse à la ville bombardée à l'époque, c'était à l'époque du Blitz nazi en Allemagne. Et lui, il nous fait un parallèle, c'est que voilà, la guerre c'est affreux, etc. Mais alors là, moi touché par la poésie, parce que j'avais toujours aimé la poésie, je tremble au 4e degré et je l'entends, je dis mais qu'est-ce que je fous là ? C'est-à-dire, j'étais pas du tout bien. Et après, heureusement, j'étais pas à votre place. Non, j'étais pas à ma place et on rentre vite dans les voitures et on va à Damas. Le lendemain, je prends un chiroute vers la Jordanie, je laisse les copains, etc. Et je me dirige par la Jordanie vers Israël. Il faut 24 heures à l'époque pour avoir un visa et qui ne soit pas imprimé sur le passeport, parce qu'après, on ne peut plus repartir. Et je rentre en Israël par le pont Allenby et j'arrive à Jérusalem, première fois de ma vie. J'avais pas fait les voyages sionistes ou les voyages de jeunesse, etc. Parce qu'on était dans un autre monde. Et j'arrive à Jérusalem par la porte de Damas, enfin par le quartier arabe. Et c'était quelques jours après le fameux attentat du Frigidaire. Il y avait une tension dans la ville. Tout d'un coup, moi, évidemment, je vois... Je suis pas journaliste encore, mais il y avait une tension avec des commandes cars, des jeeps. La ville était sous tension. Tu menais après un affreux attentat bien sûr. De l'OLP en pleine ville, Rehov Ben Yehuda. À Kikar-Tzion, exactement. Et vraiment, là aussi, je commence. Et j'ai passé une semaine de découverte d'Israël à Dragatit, progressive. Évidemment, arrivant avec le chirout de Amman dans le quartier de la Rehov Salahadin à Jérusalem, je prends un petit hôtel arabe à portée de main. Parce que je me balade comme ça. Et le lendemain matin, je me lève très tôt. Je veux aller voir la vieille ville. Je veux aller en vieille ville.
Et je découvre qu'à 6h du matin, quand je voulais sortir de l'hôtel, tout était fermé. Alors j'escalade le mur, c'était un peu fou, hein, bon, et je vais me balader, et je rentre à 7h du matin. Et là, à l'époque, on pouvait monter sur le Har Habayit, mais pour moi, la montée sur le mont du Temple, c'était un lieu archéologique, historique, c'était pas un lieu chargé de neshama et de spiritualité. Et donc, vous avez quand même ressenti quelque chose. Mais j'ai ressenti quelque chose, une luminosité, quelque chose de transparent. J'ai même fait un croquis, je dessine très mal, mais j'ai fait des croquis, les juifs en bas, les musulmans en haut. C'était un choc. C'était un choc, et après, petit à petit, je vais parce que les points de repère, mes copains arrivent, ceux qui étaient restés à Damas, ils arrivent un peu plus tard, puis eux, ils sont assez politisés, plus âgés que moi. Ils m'emmènent Rehov Ben Yehuda au café du Matzpen. Matzpen, c'était le parti d'extrême gauche, le PSU israélien, où c'était très cosmopolite, et là, je rencontre des gens, etc. Et je me lie avec 2 personnes, qui m'emmène visiter la Troune et l'Israël à l'intérieur. Et là, j'ai un autre choc. Le pays, je descends le corridor de Jérusalem, je vois tout est vert, tout est cultivé. Ça ressemble à la Provence dans un certain moment. Et puis après, ça ressemble même à une plaine avec des cultures, avec des habitations. C'était très loin de votre imagination. Que vous aviez imaginé. J'étais sidéré. Et quand il a fallu, après une semaine, où j'allais de découverte en découverte. Bon, j'ai même pas été à Yad Vashem ni ces choses-là. Non, bon, c'était ne le pays. Que la terre, voilà, les paysages. Et puis je rencontre des gens. J'avais un poète, je sais plus quel est son nom, qui était francophone aussi, et qui me lit ses livres, moitié en hébreu, moitié en français. Et voilà que arrive l'heure où il faut que je reparte parce que j'ai l'avion de Damas parce que j'ai le retour. Bien sûr. Et donc je reprends un matin à 5h un autre taxi. Chirout, et bon, cette fois-ci, dans ce sens-là, c'est allé plus vite que dans le sens rentrer en Israël. Je repasse le pont des Jourdains, le pont Allenby, et après 2 heures, en fait, entre le moment où j'ai quitté Jérusalem et le moment où je suis arrivé à Damas, c'était seulement 4 ou 5 heures de Chirout. Et là aussi, je suis halluciné parce que d'abord, j'ai l'impression de quitter Jérusalem et de quitter un morceau de moi-même que j'ignorais, et je repars vers ce Damas, là, pour prendre mon avion, en entendant le chauffeur de taxi, c'était des Chiroutes, il avait mis Kalsoum, la chanteuse arabe, dans les steppes désertes de la Syrie. J'écoutais ça, je savais même pas, à l'époque, elle avait dit égorger les Juifs en 67, mais j'écoute ça, et j'ai dit, mais là aussi, qu'est-ce que je fous là? Et c'est halluciné que je reprends mon avion, j'arrive en France, et je suis sonné. On va pas raconter tout le livre, c'est pas possible. Non, enfin, non. On en a donné un bon aperçu, on n'a pas tout raconté, évidemment. Après, vous allez avoir votre éveil spirituel, votre éveil à votre judaïsme. Bien sûr, ça va se faire on va dire, grâce à des intellectuels, évidemment, grâce à des penseurs, des rencontres, voilà. Et puis, dont celle de Manitou et de Lévinas. Évidemment. Inévitable à l'époque. Évidemment. Bon, on va laisser quand même à ceux qui vont acheter votre livre. J'espère qu'ils seront nombreux parce que vraiment, c'est le témoignage d'une génération, franchement, que vous faites là. Et ça parle à beaucoup de gens, ça éclaire beaucoup de choses. Ça fait écho sûrement à ceux qui ont eu votre parcours, ou en tout cas un parcours similaire à l'époque. Eh bien, ça va leur faire probablement très plaisir de se lire à travers vous. Voilà. Donc, évidemment, le livre, on peut l'acheter aux éditions Lishma sur le site Lishma. Je vais vous le donner tout de suite. Vous pouvez également le trouver sur le site, à la librairie Vice Versa. Sur Amazon aussi. Sur Amazon, bien sûr. Alors pour Lishma, c'est www.lishma.fr. Voilà. Et en principe, à la Fnac en France, il va être distribué. Il va être distribué. Ouais, voilà, c'est parfait. Vous l'avez aussi à la librairie du Foyer si vous habitez Tel Aviv. En tout cas, un très joli livre. Je crois que ce n'est pas terminé parce que vous allez bien sûr écrire la suite. Oui, la suite, je suis déjà dedans. Notre parcours part des attentats à la guerre d'Algérie et arrive le jour de notre alia avec ma femme et mes 2 petites filles depuis Aix-en-Provence en 85. Et là, le 2e tome, il a déjà un titre, je ne sais pas si c'est celui que je garderai, mais qui s'appelle Retour à la maison et qui en fait décrit d'une autre manière, avec une autre... l'arrivée en Israël. Pas seulement l'arrivée, mais non, la vie et les défis d'Israël, les défis dans la famille, dans la langue, l'armée, la société israélienne. Donc Votre nouvelle vie, c'est la nouvelle vie, mais
Voilà, et je dois vous dire que quand on écrit un livre comme ça, on n'est pas sûr que ça colle, etc. Et j'avais fait lire le manuscrit à un ami d'enfance à moi, dont je parle, qui habite à Avignon, dont je parle beaucoup. Et alors, j'ai eu sa réaction. Et sa réaction, ça m'a donné le goût de tout de suite, avant même que celui-ci soit publié, d'écrire la suite. Parce qu'il dit, bon, c'est très bien, tu fais ton Alia, mais moi, j'attends de savoir ce qui se passe après l'Alia. Comment vous êtes confrontés en tant que francophone, en tant qu'un jeune couple avec 2 enfants, puis d'autres après qui viennent. Comment vous êtes confrontés à Israël? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attends, je veux la suite. Alors, ça a été un teaser pour moi de continuer. Ce sera pour un petit peu plus tard, j'imagine. Voilà, oui, pour l'automne, l'hiver, quand j'aurai fini. Bon, en tout cas, si vous avez envie de découvrir ce très joli livre D'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir. En plus, si vous aimez la poésie, vous allez être servi parce que parfois, il y a des petits poèmes. Dans la politique, mais la poésie, vous l'avez dit. Poésie, c'est ça, poésie, la poésie. voilà. Et puis d'ailleurs, on le sait, vous aimez beaucoup la poésie. Vous avez écrit 2 autres petits livres, Souffle de la terre, L'ombre, le seuil et le chant. Voilà, c'est toujours les mêmes thématiques que vous reprenez. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Richard. Merci, Cathy, de m'avoir avec plaisir. Fait jouer le rôle de l'arroseur arrosé. Je me sens pas mouillé, mais c'est une autre manière de vivre le micro du studio Kalita. Merci en tout cas. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.